L'arbre à palabres, impossible n'est pas français. Bonjour à tous, bienvenue à vous, chers internautes, sur cette nouvelle chronique qui s'intitulera Impossible n'est pas français, en écho aux récents événements qui ont secoué la France ces derniers temps. Cette chronique, vous pourrez bien entendu la suivre et la retrouver via le blog L'arbre à palabres. Pour ceux qui auront eu le courage de me suivre jusqu'à présent, vous aurez compris qu'ici alors, on va se mettre à suivre une ligne de conduite qui va tenter de sortir quelque peu des sentiers battus. Je n'irai pas non plus jusqu'à dire que cette ligne de conduite, vous ne la retrouverez nulle part ailleurs, car comme nous pouvons le remarquer, c'est une démarche qui tente bien d'émerger ci ou là, parfois encore un peu timidement, ou bien encore souvent trop maladroitement. Mais cette dernière a en effet, pour les temps actuels, encore son petit bout de chemin à faire dans le cœur et les esprits de nos confrères concitoyens. L'on espère bien entendu que dans un avenir proche, cette voix trouvera à se faire entendre, et pourra porter ses fruits. Tout d'abord, pour démarrer un tant soit peu cette conversation, je tenais à chaleureusement soutenir la démarche avisée de notre collègue humoriste Dieudonné, qui via sa chaîne YouTube a proposé d'organiser un festival sur le thème de la paix, où seront invités différents artistes nationaux et internationaux, avec notamment au parrainage Stevie Wonder, qui semble-t-il a manifesté la volonté de se rendre disponible pour l'occasion. L'initiative de cette proposition a été originalement faite dans le but de pouvoir donner aux parents et familles des victimes de ce 13 novembre français l'occasion justement de prendre la parole et réagir au sujet de ce tragique incident qui, comme nous pouvons le constater actuellement, commence à prendre des proportions qui nous dépassent un peu. S'il est permis de se recueillir et d'avoir de la compassion pour toutes ces personnes, arrivons-nous à réaliser un court instant la manière avec laquelle toutes ces familles de victimes se retrouvent finalement complètement prises au dépourvu face à tous les emportements et dérapages que ces événements ont suscité en nous. Toutes ces malencontreuses victimes se retrouvent en quelque sorte prises en otage par l'attention publique. C'en est devenu le prétexte à la mode, l'excuse presque trop facile. Cependant, est-ce que ces victimes s'apprêtaient-elles véritablement de cette façon à devenir des martyrs pour la liberté? Je serais curieux de le découvrir. Si on pouvait éventuellement commencer par essayer un peu de les laisser reposer en paix, cela serait déjà considérable. Ainsi, au lieu d'écouter ces familles et parents des victimes, qui certainement ont été les plus secoués par ces récentes attaques, ce qui serait sans nul doute naturellement légitime, alors que l'on devrait de ce pas commencer par les écouter, eux les premiers concernés, eux qui nous parlent justement de leur volonté de trouver une entente bienveillante et une résolution pacifique de cette situation, non, il semble bien plutôt que nous préférons chacun aller de notre petit commentaire, en essayant de couvrir l'agitation ambiante, et pour certains, en n'hésitant pas à fusiller avec les mots «j'entends bien», ceux qui pourraient se mettre à penser différemment. Qui sommes-nous donc pour nous réapproprier de cette façon la vie d'autrui? Nous nous agitons ainsi en leur nom, mais avec quelle légitimité? Aussi nos intentions sont-elles véritablement appropriées et bien fondées? Nous ne tenons au final absolument pas compte de l'effet de récupération du phénomène. Et finalement, à travers ce tollé général, c'est plus notre mal-être et nos peurs qui se mettent à ressurgir, à défaut d'une véritable et sincère attention à ce qui se déroule juste sous nos yeux. Ce vendredi 13 novembre a fait quelque peu office de diversion. Au final, c'est comme toujours le jeu de l'arbre qui cache la forêt. Bien entendu, se sentir choqué et heurté par ce genre d'événement est humain. Et on a également le droit d'avoir de la compassion pour ces malheureuses victimes. En effet, cela est acceptable. Mais il ne faut pas non plus céder trop vite aux jeux de manipulation dans lesquels on cherche à nous voir embarquer.
des fusillades avec une centaine de morts au compteur, il s'en passe malheureusement encore tous les jours dans diverses régions du monde. Et à cela, une très grande partie de notre monde occidental y est presque totalement indifférent. Par contre, lorsque ces tragédies se déroulent à l'intérieur de nos frontières, et que les malheureux choisis au trépas se retrouvent être français, là c'est tout autre chose. D'un coup, c'est étrange, étonnamment, on se sent beaucoup plus concerné. Le politiquement correct aimerait presque nous faire culpabiliser de ne pas aller s'émouvoir avec le groupe. Pour celui qui n'est pas Charlie, ou tout simplement pour celui qui ne verse pas sa petite larme au deuil national, il est vrai, les temps sont un peu délicats, et l'incompréhension à son comble. Mais ce n'est pas pour autant qu'il nous faut céder. Malgré toute cette pression et cette agitation populaire, notre cap reste toujours le même, car enfin, ce n'est bien entendu pas pour Paris ou pour la France qu'il faut avoir de la compassion, mais bien plus pour le monde. Et dans le cas qui nous concerne, cette façon de concurrencer la victimisation des morts, ce deux poids deux mesures, loin de nous duper, nous met plutôt en alerte et nous pose question. Dans ce genre de contexte, une fois de plus, il est nécessaire de faire très attention à ne pas trop vite se faire happer par l'effet de masse. Tâchons de garder, justement, notre esprit d'autant plus ouvert, lucide et critique. Il est facile de prendre en otage la partie émotionnelle de l'humain en jouant sur ses affects pour justement l'empêcher de réfléchir et de prendre de la distance. Mais il faut bien appréhender également le fait qu'un jugement clair, avisé et serein, celui en l'occurrence d'une véritable liberté d'expression, ne pourra jamais s'aborder de cette manière. Pour tenter d'apporter un début d'éclaircissement aux nombreuses questions et points de friction qui pour le coup nous préoccupent, je dirais que j'ai vécu ce 13 novembre français comme une fervente invitation, une vigoureuse intimation pourrait-on même dire, à nous poser certaines réflexions, et ainsi également à amorcer avec cela un éventuel changement d'attitude quant à nos manières de vivre et d'interagir les uns avec les autres. Et je parle peut-être à une dimension de grand ensemble, à une échelle justement plutôt planétaire. Parfois, il nous faut un très gros prétexte, comme un très gros problème pour arriver à nous surpasser, et ainsi réussir enfin à dépasser du même coup certains obstacles que l'on croyait sans doute auparavant insurmontables. De cette manière alors pourront certainement éclore de nouvelles solutions, et peut-être avec cela aussi, qui sait, une nouvelle approche de la solidarité pourra enfin se voir développer. Toutes ces considérations, l'humain de par le passé n'y avait peut-être finalement pas vraiment accès. Cela nous était quelque part voilé. Et il ne faut pas forcément non plus nous faire impressionner par la dimension dramatique de la situation. Car la mort et la destruction, c'est aussi cela la vie. C'est comme les deux faces d'une même médaille, l'un ne peut aller sans l'autre. Pour parvenir à la lumière, il est également nécessaire de se frotter à la part d'ombre, à la partie obscure. La destruction est nécessaire, et justement, pour sa part, elle est aussi une façon de présider à la renaissance. Alors depuis ce 13 novembre, j'ai l'impression qu'il semble se distinguer trois camps. Le premier, celui qui veut purement et simplement aller à la guerre et exterminer du terroriste, et tout ce qui lui ressemble de près ou de loin, initiative que beaucoup d'entre nous revendiquent parfois même contre leur gré. Le deuxième groupe, celui-là se trouve être plutôt défavorable aux décisions de nos gouvernements. Mais malheureusement pour eux, ils continuent de manifester à leur encontre, leur donnant du même coup leur importance, les installant finalement de leur plein gré sur leur artificiel trône. L'aberration de cette situation peut en effet se remarquer dans le fait que toutes ces personnes se retrouvent, au bout du compte, et malgré elles, dans la situation très inconfortable de devoir presque demander la permission d'être libres. Ils en sont à implorer presque l'autorisation de pouvoir agir et penser de cette manière ou d'une autre. Mais pourquoi donc toutes ces complications? La troisième, ceux-là, ce sont un peu les fous, les artistes, les types un peu déraisonnables avec lesquels, il est vrai, il me semble plutôt avoir prêté allégeance. Enfin, c'est dans cette direction que je nous vois bien entendu œuvrer.
On pourra quelque peu remarquer le dénominateur commun qui se retrouve et semble émerger chez tous ces loufoques marginaux, un peu illuminés. Ce message de paix, de solidarité et d'unité qu'ils nous témoignent. Ou bien encore pouvons-nous les remarquer dans cette manière originale et encore fort incomprise d'en appeler à notre liberté et à notre bienveillance individuelle, notion non pas approchée en tant que permission ou prérogative, mais bien au contraire plutôt en tant qu'état d'esprit. Une première remarque, pour développer alors un peu plus constructivement cette troisième voie que beaucoup s'amusent encore à qualifier d'aberrante ou de saugrenue. En effet, même si, bien entendu, c'est cette faculté à rester pacifique et bienveillant qui doit nous guider, il nous faut également admettre que crier à tout va et à qui veut entendre, soyez dans le cœur, il faut faire la paix, il y a peut-être à notre insu comme un certain effet de récupération qui joue en notre défaveur. Et naturellement, il faut bien se rendre à l'évidence que pour certains, dans la période actuelle que nous traversons, il est pour le moment tout à fait impossible de les trouver bienveillants et de le voir rayonner à partir de leur cœur. Pour cela, il nous faut être compréhensifs et faire preuve de pédagogie, afin de pouvoir faire germer les bonnes graines. En d'autres termes, pour le moment, et c'est là justement le challenge, il nous faut commencer par préparer le terrain. C'est ainsi que nous entrons plus précisément dans le vif du sujet, car c'est aussi à nous également qu'il revient de trouver les mots justes, les formulations adéquates, afin de pouvoir enfin éclaircir et démêler les nœuds qui, en ce moment, semblent tous nous préoccuper. Il semble bien que le bourbier dans lequel on se voit fourré actuellement commence quelque peu à se faire ressentir comme véritablement embarrassant. Jouir de la paix, pacifier son corps et son esprit, vivre sa vie dans une certaine forme de sérénité et d'harmonie, c'est bien là, à l'évidence, un des grands buts communs de l'humanité. Certains groupes d'individus, dont notamment l'Occident en première ligne, aimeraient pouvoir circonvenir ces aspects de la condition humaine en termes de coûts et d'achats, alors que c'est bien plus de disposition personnelle et de disponibilité à autrui dont il est question. Et au fond, c'est également toujours la même question qui nous est posée, et c'est bien finalement celle qui nous préoccupe grandement pour le coup actuellement. Comment et avec quelle énergie trouverons-nous les moyens d'y parvenir? Et à plus forte raison, la question semble se poser de manière plus cruciale pour les pays du Nord, et notamment pour la France, qui s'est vue justement subir de récentes attaques. On voudrait que cela ne se reproduise plus, mais quels engagements de nous-mêmes sommes-nous prêts à offrir dans cette optique? Sommes-nous seulement encore capables, en ce sens, d'une véritable et sincère remise en question? De cette façon, on pourrait alors se faciliter éventuellement la tâche en formulant la problématique de la manière suivante. Concernant nous autres, individus occidentaux de cette planète, quelle est donc notre approche de la paix? Souhaitons-nous sincèrement la paix ou avons-nous encore avantage à faire perdurer cette critique situation, nous pavanant et nous gargarisant, assis comme nous le sommes, sur la misère du monde, misère que nous entretenons, exploitons et maintenons artificiellement hors de nos frontières. Tout barricadés que nous sommes dans notre confortable petite forteresse de pays développés, quelle considération pouvons-nous avoir pour les problèmes d'inégalité sur la planète et pour le sort des pays du Sud? Sort qui commence à toucher maintenant une très grande partie de la population mondiale. Il faut bien nous apercevoir également que, de toute évidence, à l'échelle de la Terre, nous ne sommes qu'une petite poignée de privilégiés. Et ce n'est de loin largement pas la situation la plus communément partagée sur cette planète. Et en face, si je puis encore m'exprimer ainsi, il y a de plus en plus de personnes ayant accès à l'éducation et à l'information qui commencent à se rendre compte de cet insoutenable fossé et monopole. Nous autres, individus du Nord, avons en quelque sorte construit notre propre prison dorée, dans laquelle nous continuons de nous complaire et de nous retrancher. Mais si pourtant nous persistons dans cette posture rigide, si nous continuons ainsi à faire la sourde oreille de cette manière, on ne pourra en tout cas bientôt plus en vouloir à certains d'essayer par tous les moyens de nous faire parvenir à leurs signes de détresse. Et les moyens, quand la misère, l'humiliation et la violence se font extrêmes, trouvent naturellement à s'exprimer de la même façon, par voie de dépit.
Cela est lourd d'engagement, mais tout de même, il est impérieusement nécessaire de le remarquer. Le temps pour réfléchir, pour faire preuve de détachement et de sagacité, de manière pragmatique et au vu de notre confort de vie, c'est naturellement nous qui l'avons. Nous avons choisi d'utiliser et de profiter de la technologie avant les autres, cédant à l'appât du gain et du pouvoir aussi facilement acquis, nous avons même bien entendu décidé d'en faire usage à leurs dépens. Maintenant, d'une certaine façon, c'est également à notre charge de devoir répondre de ce malaise que nous entretenons. Nous soutenons et alimentons tous les jours par notre temps de cerveau disponible ces pompeux discours de paix, de liberté et de démocratie exprimés avec belle grandiloquence et solennité. Mais tous ces beaux apparats, au bout du compte, ne nous servent-ils pas à masquer froidement notre profonde indifférence pour les calamiteuses conditions de vie de toute une frange de la population mondiale qui se retrouve malgré elle parquée dans la zone que l'on a gentiment voulu qualifier de tiers-monde? Joli euphémisme, quand on se rend très bien compte qu'ils sont évidemment les plus nombreux. À travers cette ségrégation à échelle planétaire, les pays pauvres sont délibérément maintenus prisonniers dans leur état de misère et continuent de constituer finalement pour nous, autres individus occidentaux, un formidable réservoir de ressources qu'on n'hésite pas à venir piller et saccager. En gros, on leur prend leurs ressources et on aime à leur laisser nos ordures, quand ce n'est pas des armes. Et je grossis à peine les traits. En ce sens, on pourra comprendre qu'actuellement, pour certains, cette attitude occidentale se voit qualifiée de complètement insouciante et puérile. Et à plus forte raison pour d'autres, de maladie, voire d'aliénation. Il est vrai que penser pouvoir se mêler de cette manière aux affaires des autres nations, à exploiter si bien la misère hors de ses frontières, et dans le même temps s'offusquer comme elle le fait lorsqu'elle se voit éclaboussée, c'est là un tantinet insouciant et présomptueux. On peut tout de même se permettre de le remarquer, cela n'est pas de trop. Quant au fait de vouloir surenchérir par la force à chaque fois qu'elle se voit subir des dégâts collatéraux, c'est là peut-être bien la névrose sauvage, ou on pourrait éventuellement dire le blocage critique, celui qui vraisemblablement pourrait nous être fatal. Comme on le dit de par chez nous, quand on sème le vent, il ne faut pas vraiment s'attendre à ce que tout soit rose et merveilleux. Non, à présent, le moment est devenu du moins tout de même un peu sérieux. Obtenir la paix par la guerre, voilà une bien étrange et absurde façon de procéder. Vouloir ainsi éradiquer le mal par la force continuera finalement toujours de l'alimenter. C'est là de la poudre aux yeux. C'est là justement le début d'une véritable course d'engrenage à la terreur. Pour convenablement en venir à bout de cette tension, il nous faut plutôt travailler à la racine, et pour ce faire, il sera alors également plus simple d'aller explorer en soi-même, et uniquement par soi-même, en apprenant justement à gérer l'emprise que peuvent produire toutes ces influences sur nous. Car autrui n'est, en fin de compte, qu'un simple reflet, un miroir de soi. C'est-à-dire que nous n'avons en fait pas vraiment le choix aujourd'hui d'accepter notre part de responsabilité dans les emportements qui se voient témoigner à notre rencontre. Ces comportements, aussi étranges peuvent-ils nous paraître, ne viennent jamais de nulle part. Et si pourtant la communication peine à nous parvenir, gardons-nous bien de les juger ou d'en tirer des conclusions trop hâtives, car il se trouve toujours entre les lignes un message profond et bien souvent dérobé qui cherche à se faire jour. Ainsi, si l'on souhaite sincèrement que la violence ne nous gagne et ne nous emporte jamais plus, je dis bien si on le souhaite sincèrement, car je comprends bien qu'il y en a encore certains d'entre nous qui ne peuvent ou ne veulent tout simplement pas, pour le moment, en entendre parler. Mais pour ceux que cela pourrait inspirer, alors il est enfin nécessaire de commencer à prendre le temps d'adopter une ligne claire et précise, afin de ne pas alimenter l'ignorance et l'animosité ambiante. Ces malencontreux incidents du 13 novembre français sont certainement comme un ultimatum. À travers cette prise d'otage médiatique victimaire, mettant en exergue la mort, ces événements nous invitent, comme en arrière-fond et par jeu de miroir, à reconsidérer notre position de privilégiés vis-à-vis de ces malencontreuses populations des pays dits pauvres ou défavorisés.
par cette réquisition violente et forcée de notre capacité d'empathie à travers l'ombre symbolique de la mort, ces attentats sont là comme un signal d'alarme et de détresse de leur part. Aussi, au lieu de pointer du doigt ces pauvres boucs émissaires et de les dévisager de cette façon avec nos regards si hostiles et horrifiés, peut-être alors devrait-on plutôt se demander si et comment ces populations pourraient réellement se doter des moyens qui leur permettraient d'accéder à cette paix, à ce confort et à cette sérénité de vie. Peut-être qu'on devrait enfin reconnaître que d'une certaine manière, on leur la vole. Par des procédés de ruse et de duperie savamment orchestrés, on mise et on investit considérablement, pourrait-on même dire, sur le fait qu'elle ne soit jamais possible chez eux. Peut-être le problème, c'est que malgré tous nos sourires et nos belles paroles qui ne sont malheureusement que façades et masques, il est fort probable qu'en vrai, nous faisons en fait en sorte que cela ne soit jamais permis. Et on aura bien fini par remarquer que c'est toujours, en fin de compte, ces impératifs économiques qui œuvrent, tels des rouleaux compresseurs, ils continuent de maintenir le statu quo à la solde de l'establishment, tentant à chaque fois, à chaque instant, de nous forcer le pas. Est-ce normal et juste que cette paix tant décriée soit en effet attribuée comme un privilège particulier pour une certaine catégorie de la population mondiale? On aimerait en appeler à la paix, mais vu sous cet angle, c'est toujours une paix en sursis. À la manière d'une cocotte minute, c'est toujours et irrémédiablement une bombe à retardement que l'on se met à récolter. De quelle manière, alors, pourrions-nous faire en sorte que nos semblables puissent également accéder à cette sérénité de vie et à cette bienveillance? Un bon point serait déjà de réussir à retrouver en nous-mêmes, premièrement, cette disposition sincère au sourire et à l'accueil, car c'est là une qualité qui n'a pas besoin de convaincre ou de forcer les choses. Au contraire, c'est une disposition qui œuvre d'elle-même par simple procédé de similitude et de rayonnement, justement. Il faut bien nous rendre à l'évidence que la paix sincère, authentique et durable ne peut s'obtenir par la force. Devons-nous encore faire bonne impression en le rappelant, une fois de plus? Ou bien est-il encore à nouveau nécessaire de l'expliquer? Très certainement qu'en réussissant d'abord à trouver en nous-mêmes intérieurement cette paix, on aura plus de chances de la revoir chez l'autre, et vice-versa, en nous inquiétant de la situation de notre prochain, non pas bien sûr avec force et fracas, mais avec sincérité et bienveillance, nous aurons plus de chances de la partager ensemble. Une troisième remarque pour ceux qui se plairont à nous rétorquer que tout cet idéalisme est bien joli, mais que toutes ces considérations sont juste du beau bavardage, car aujourd'hui, concrètement, on pourra trouver que l'engagement est devenu une délicate affaire. Alors comment et où véritablement trouver l'énergie pour nous atteler à tous ces enjeux? Cela n'est pas évident pour le quotidien de tout un chacun. Certes, il nous faut aussi l'entendre. Comme le disent certains collègues, il est vrai que pour arriver à imaginer un monde de paix dans le contexte actuel, il nous faut certainement être un peu fou ou un peu artiste. Ce qui est aussi délicat dans cette situation, c'est qu'il nous faut également arriver à pouvoir articuler un lien entre différentes perspectives, incluant des visions bien terre-à-terre, matérielles, plutôt pragmatiques et effectives, avec d'autres plus aériennes, plus subtiles et plus globales, aussi pourrait-on certainement dire plus planétaires. Il y a toujours un peu cette scission qui se crée entre les tenants du tout matériel, adeptes de la doctrine politico-economicus, et les autres tenants du tout idéalisme, adeptes de la conception philosophique, religieuse ou spirituelle de l'affaire. Que ce soit entre civilisations, entre les fondamentalistes religieux traditionnels et les autres intégristes laïques modernes, ou bien entre les différentes classes sociales de la société, comme entre les dévoués sympathisants idéalistes de la secte Utopia et les autres corporatistes conquis par la ferveur fétichiste du culte néolibertaire. Tous partagés que nous sommes entre ces deux offices, la bataille et surtout l'incompréhension font toujours rage. Et on aura bien fait de remarquer qu'avec la tournure actuelle des événements, ce conflit commence nettement à se faire ressentir de manière plus globale et oppressante.
Bien que mes affinités pourraient plutôt se mettre à pencher du côté idéaliste, je ne sais finalement si ces manières de procéder sont vraiment appropriées. Cette façon de vouloir cloisonner sans cesse ne pourra, en fin de compte, nous mener qu'à une démarche avortée. Peut-être devrait-on alors remarquer que la vie ne se laisse pas aussi facilement enfermer. Au lieu d'en appeler à l'idéalisme, pour ma part, je préférerais témoigner en faveur de notre sensibilité artistique, en essayant, pourquoi pas, et cela pourrait être un des fils conducteurs de notre future exploration, d'attiser justement la curiosité de l'artiste qui sommeille en nous. On passe tellement de temps à essayer d'argumenter et de convaincre qui veut entendre à ce point omnubilé que nous sommes dans nos soucis politiques et économiques, qu'on en vient, au bout du compte, à ne plus du tout avoir d'égard pour la portée artistique de la vie et de notre existence. On cherche un argument qui pourrait nous rassembler et nous faire comprendre l'importance de la vision d'ensemble. Pourtant, l'art est par excellence un domaine d'activité qui en appelle justement à cette intelligence qui nous dépasse et nous relie. On a souvent tendance à trop vite l'oublier et l'on ne se rend vraiment pas compte que notre corps est vibration et mouvement, et qu'au final tout son bon fonctionnement se voit obéir à une subtile musique. Quelque part derrière toutes nos gesticulations fiévreuses et souvent chaotiques, une chorégraphie se répète, une danse cherche à se faire jour. Quelque part derrière tous nos grondements et nos murmures souvent dissonants, se cache en fait un cœur mélodieux qui ne demande qu'à chanter et rayonner. Une belle voix, un entraînant morceau de musique ou un élégant geste de danse aura plus de chances de rassembler et d'être partout reconnu, et ce, peu importe la langue ou bien la culture. Nous avons également le choix, en tant qu'être humain, de suivre et d'explorer le mouvement de la grâce. L'art nous convie d'une certaine manière à une forme de contact avec la dimension de grâce. L'art nous fait découvrir, à sa façon, qu'il existe un certain état d'être, une certaine qualité d'interaction avec le monde qui ne subit pas et ne fait pas subir. Un espace que tout le monde pourra reconnaître comme nous appartenant, et que personne ne pourra nous enlever. Un caractère, un mouvement, ou une manière de faire à la fois unique et qui en même temps nous relie au commun. Dans cette perspective, le monde est assez grand et il y a de la place pour chacun. Car il paraît que même si la vie sur Terre peut souvent paraître un peu dure et dramatique, l'univers pour sa part articule très bien les choses, laissant finalement toujours ouverte la porte du devenir et du perfectionnement. Il est incitant, et le contexte nous y invite plus que jamais à présent, de faire appel à cet artiste, à ce créateur dévoué, à ce guide inspiré qui sommeille en nous. Notre porte de sortie, la clé de la solution, ne se trouve pas à l'extérieur, mais bien en chacun de nous, au travers des dispositions d'être qui se jouent en nos forts intérieurs. Jeter la pierre aux autres et les porter comme responsables de nos problèmes sans même considérer la part qui nous revient, est là une manière d'alimenter un certain marasme ambiant, que l'on pourrait qualifier pour le coup de terrorisme intellectuel. Nous sommes pourtant bien au-delà, nous sommes bien plus que ce tumulte qui en ce moment nous traverse. Et en effet, nous ne sommes pas non plus obligés de nous identifier à toutes ces fluctuations. Aussi, le changement ne pourra s'effectuer par une quelconque réforme sociale ou une énième mesure institutionnelle ou gouvernementale. Il n'y a rien à attendre dans ce sens, inutile de gesticuler et de perdre notre énergie plus longtemps. De ce côté-là, il y a fort à parier que tout est soigneusement ficelé depuis bien longtemps déjà. Non, pour le coup, le planning et les engrenages dans cette voie sont en effet largement rodés depuis des lustres. Ainsi, dans cette optique, le changement est la possibilité pour les citoyens lambda que nous sommes d'impacter le monde et de faire la différence en notre faveur. C'est tout simplement d'être présent dans notre relation quotidienne aux personnes et aux choses que nous avons à côtoyer tous les jours, en tenant bien entendu également compte des répercussions de nos actes et de l'implication de nos habitudes de consommation sur autrui et sur l'environnement. C'est apparemment uniquement dans cette sorte de brèche qu'il va s'agir à présent de se mouvoir. C'est à partir de là qu'un cercle vertueux pourra se mettre en place et créer une dynamique de mouvement intéressante et pertinente. Ne pas chercher à contrôler, mais plutôt apprendre à se rendre disponible. Au lieu de nous acharner
à vouloir tout régir et à tout ordonner. Au contraire, retrouver la spontanéité et la simplicité en nous-mêmes, avec nous-mêmes. Avoir confiance en soi, avoir confiance en l'humanité pour laisser l'inconscient collectif et l'univers œuvrer à leur juste place, au travers de nous. Le terrorisme n'est pas seulement dans le monde extérieur, il est aussi dans nos têtes, dans notre façon de nous retrancher derrière nos jugements et nos verdicts, quand bien même d'autres regards aimeraient tant nous faire découvrir de nouvelles approches ou directions. Voyez comment la guerre commence. Observez comment la violence commence en chacun de nous. Pour tenter d'explorer plus subtilement notre affaire et nous tenir au plus près de nous-mêmes, on pourrait alors éventuellement observer qu'en fait, à chaque fois que nous repoussons une pensée ou une émotion, à chaque fois que nous lui faisons honte, que nous la jugeons, la blâmons, à chaque fois que nous évitons d'exprimer et de regarder en face notre colère, notre tristesse, notre doute, notre peur, à chaque fois que nous jugeons ou attaquons quelqu'un d'autre au lieu de faire face à nos traumatismes irrésolus, nous semons des graines de terreur. A l'inverse, on pourra du même coup également observer qu'à chaque fois que nous ouvrons notre cœur, à chaque fois que nous créons un espace d'accueil pour ce qui nous dérange, que nous portons une attention bienveillante et curieuse à l'espace intérieur douloureux qui se déroule à l'intérieur de nous, chaque fois que nous respirons au sein de la chose même que nous voulons détruire, nous nous rappelons de fait alors notre immensité. Recontactant par là même l'amour qui brûle en nous, nous redevenons ainsi une partie de la solution. Nous redevenons ainsi une partie de la rivière de l'humanité. Nous ne pouvons pas savoir à quel point nous sommes forts jusqu'au jour où être fort devient notre seule option, disait Bob Marley. De cette manière et en guise de première conclusion, une partie de l'intrigue qui nous rassemble semble pouvoir enfin se dévoiler. Il n'est plus question à présent de compter sur les autres, la porte de sortie se trouve ainsi en nous-mêmes. Chacun a en lui le pouvoir de faire la différence. S'il paraît qu'impossible n'est pas français, à nous et à chacun maintenant de montrer l'exemple, à sa portée et à sa manière. Quant à nos morts, peut-être serait-il enfin temps d'arrêter de les prendre en otage et de les laisser reposer un petit peu en paix. Peut-être aussi qu'un jour alors nous découvrirons que la mort n'est résolument pas une fin en soi, mais bien plutôt une transition ou une sorte de tremplin vers de nouvelles dimensions. Peut-être qu'un jour notre contact avec eux sera à nouveau restauré. Mais ça, pour l'instant, ce sera également là l'objet d'un prochain chapitre. Pour le moment, il s'agit juste de comprendre la manière avec laquelle nous allons pouvoir œuvrer pour vivre dans un monde plus humain. C'est comme si une première brèche était en train de s'ouvrir. Il va maintenant s'agir de s'y engouffrer. Beaucoup de mystères dans l'humain restent encore à éclaircir. Qu'est-ce que la condition humaine? Quel jeu se trame-t-il en nos forteresses intérieures? Qu'en sera-t-il si toutes les étiquettes de nos existences nous étaient retirées? Nom, rang, statut. Et si un moment la Terre choisissait de se faire entendre et de nous envoyer une jolie petite catastrophe naturelle de grand ensemble, y survivrons-nous ou bien serait-ce là le coup de grâce? Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose alors apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. William Blake. Salamu alaikum, que la paix soit avec vous. C'était Impossible n'est pas français pour l'arbre à palabres. Prenez soin de vous les uns les autres. Et encore merci pour votre attention. À très bientôt.